Bonjour et bienvenue sire, nous attendions votre arrivée. Comme je peux le constater, vous êtes fin prêt pour commencer votre initiation au combat. Le Seigneur Éternel veillera à votre formation. Vous me suivez? Allons-y. Aujourd'hui, nous allons vous initier au jeu de stratégie en temps réel de manière plus avancée. Vous connaissez sûrement déjà les bases de ces jeux et y avez sûrement déjà joué par le passé. C'est pourquoi nous nous concentrerons sur les aspects plus méconnus, trop peu expliqués et pas assez mis en lumière de ces jeux, mais qui pourtant sont essentiels. Bienvenue dans votre initiation stratège. Le RTS, ou STR en français, se divise généralement en deux catégories, la micro et la macro. La macro-gestion et la micro-gestion, ou macro-micro, sont des termes qui s'appliquent aux actions d'un joueur de jeu de stratégie en temps réel, selon leur portée ou leurs échelles. Ce sont deux aspects du jeu que le joueur doit gérer en même temps. La micro-gestion. D'un côté, il y a la micro-gestion, qui est définie en deux mots, contrôle d'unité. Il s'agit essentiellement de positionner ces unités et contrôler leurs actions pour optimiser le résultat d'un combat. La règle de base à ce niveau est de garder le plus d'unités possible en vie. Par exemple, le joueur peut alterner le mouvement de ses unités sur un bâtiment de sorte à ce que celle-ci fasse plus de dégâts. Le mouvement de son troll pour toucher plus d'ennemis ou changer les positions de combat, communément appelées stances ou postures de combat. Il peut concentrer les tirs sur une seule cible à la fois pour maximiser les pertes ennemies. La micro-gestion concerne aussi la manière d'engager le combat, notamment en se dirigeant ses armées pour attaquer les flancs. Certaines unités comme les rôdeurs ont des habilités spéciales qui nécessitent de la micro-gestion. Par exemple, pour lancer un long trait, le joueur doit effectuer un clic sur le rôdeur qui lancera le sort, un clic sur le bouton long trait, ou le raccourci clavier correspondant, T, et un clic sur la zone ciblée. Dans le cas de BFME2, la micro prône généralement sur la macro. L'importance de la micro-gestion est une des caractéristiques particulières des jeux BFME en général. Considérée parfois par certains, surtout à la sortie, comme étant impraticable, celle-ci s'est vue renaître avec la sortie de patchs communautaires tels que 2.02 qui ont grandement amélioré les possibilités et réglé bon nombre de problèmes liés au vieux moteur du jeu. Ceci dit, il restera toujours un travail à faire pour l'améliorer. Macro-gestion. La macro-gestion concerne la production d'unités, la collecte de ressources, l'arbre des technologies et des pouvoirs, et les améliorations. En envoyant ces unités attaquer, le joueur doit s'assurer que ces bâtiments renforcent constamment son armée, qu'il a suffisamment de bâtiments pour produire un bon nombre d'unités, qu'il avance dans l'arbre des technologies, qu'il a suffisamment d'ouvriers et de bases pour collecter les ressources nécessaires, de fermes, etc. BFME rajoute la mécanique des héros en plus du reste, qui se comporte souvent comme un investissement dans une technologie. Nous verrons cela plus précisément plus tard. Multitâche. Entre macro et micro-gestion, un joueur peut faire plus d'actions qui concernent la production, entre parenthèses macro, ou contrôler ses unités dans le combat, entre parenthèses micro. Il tente d'optimiser les deux aspects en fonction de ses compétences sensorimotrices. L'alternance entre les deux est appelée le multitâche ou multitask en anglais. La plupart des joueurs tendent à favoriser la macro-gestion car elle donne un avantage significatif au long terme dans une partie. La micro-gestion comme la macro-gestion s'applique à des actions observables. Théoriquement, chaque clic peut être identifié à l'une ou à l'autre. Nous avons ici un tableau qui va expliquer, en termes plutôt pratiques, ce dont on parlait. Du coup, ce tableau représente à peu près les actions des 3 premières minutes de partie. Ici, nous jouons les nains et nous pouvons voir que le début ne constitue que de macro, pour de plus en plus se pencher vers de la micro, puis un mix des deux en même temps, avec une maîtrise parfaite des deux, sans avoir de difficulté de passer de l'un à l'autre. Action par minute. Les APM. Les joueurs professionnels de StarCraft et certains joueurs sérieux utilisent des logiciels qui leur permettent de calculer leur score d'APM, soit le nombre d'actions, clics ou touches de clavier, par minute. Un APM élevé est le signe que le joueur peut physiquement gérer un plus grand nombre de choses à la fois qu'un joueur qui a des APM bas. Autrement dit, il s'agit du seul indice qui permette de comparer les compétences sensorimotrices de deux joueurs. Par exemple, plus le nombre de clics est élevé, plus il y a de clics inutiles. Ces clics dits inutiles, appelés spam, permettent tout de même au joueur de conserver son rythme et, en général, au début de partie, de s'échauffer. Pour donner une idée, l'APM d'un joueur professionnel peut tourner autour de 250 à 350, donc environ 4 ou 5 clics par seconde. Un joueur occasionnel, qui ne vérifie pas nécessairement ses statistiques, ne dépassera que rarement 30 à 60 APM. Les APM peuvent aussi être calculés par les joueurs pour vérifier lesquels sont efficaces ou non. C'est ce qu'on appelle les
EAPM, en anglais Effective Actions Per Minute, les actions par minute efficaces. Type de compétences. Mais la portée d'une action ne distingue pas les types de compétences. L'agencement des actions, qu'elles relèvent de la macro-gestion ou de la micro-gestion, repose sur les compétences sensorimotrices et cognitives. La macro-gestion n'est pas cognitive, là où la micro-gestion est sensorimotrice. La première repose aussi sur des compétences sensorimotrices. Pour s'assurer d'avoir une chaîne de production efficace, le joueur doit cliquer rapidement sur chacun de ses bâtiments, envoyer ses ouvriers au bon endroit, etc. Par exemple, si les joueurs placent leur raccourci clavier de 0 à 9 pour gérer les groupes d'unités, il l'emploie aussi pour les bâtiments qui servent à la production. Ainsi, un joueur Mordor peut sélectionner un de ses puits à orques, cliquer sur D pour produire un bataillon d'orques et répéter rapidement l'opération pour chacun de ses puits. Il s'agit d'une question de macro, mais qui nécessite des compétences sensorimotrices. De la même manière, la micro-gestion relève autant de l'exécution que de la stratégie. Optimiser une attaque de cavalerie sur des archers va renverser la vapeur dans une partie et est une décision stratégique très efficace dans une bataille. La plupart des stratégies reposent grandement sur les compétences sensorimotrices des joueurs pour fonctionner. Toute la question d'être multitâche implique à la fois des compétences sensorimotrices, être physiquement capable de cliquer rapidement, mais aussi et surtout les compétences cognitives, être capable de penser à gérer le plus d'éléments possible à la fois. Le triangle éco-armée-tech. Dans tous les RTS classiques de ce nom, nous retrouverons 3 arbres distincts, 3 chemins à prendre qui détermineront vers où notre partie se dirigera. Nous avons tout d'abord l'investissement de l'armée, en général préféré lorsque l'on débute un RTS. Ce choix nous permet de nous donner une première idée du jeu et de ce qui est possible de faire dès les premières minutes d'une partie. Cela permet de ne pas se perdre dans la complexité d'une partie longue et de petit à petit expandre son savoir sur le jeu de par ses premières interactions et batailles. Ce qui est efficace ou non de faire lorsque l'on investit la majorité de ses ressources dans de l'armée dès le début. Nous avons ensuite la technologie qui est le chemin pris pour obtenir un avantage militaire sur son adversaire de par la recherche de meilleures unités, armes, héros et j'en passe. Le joueur qui vise à gagner par la technologie se doit de gagner du temps et d'occuper son adversaire pendant qu'il prépare sa carte maîtresse ou tout simplement de jouer défensivement tant que celle-ci n'est pas sortie. En dernier, nous avons le chemin économique. Souvent accompagné de risques, il permet de rapidement acquérir un avantage de ressources qui nous permettra d'être investi dans une meilleure armée ou un avantage technologique. Ces 3 chemins composent le pierre-feuille-ciseau du RTS. L'armée bat l'écho bat la technologie bat l'armée. L'armée bat l'écho car l'investissement dans de l'agression alors que son adversaire a préféré construire des fermes ou des bases additionnelles au détriment de troupes assure que le joueur agressif est une armée plus conséquente, plus rapidement que le joueur écho. Le joueur écho a investi ses ressources dans des atouts économiques qui n'ont pas encore eu le temps d'être rentables. Il se retrouve alors en position de faiblesse face à une armée plus conséquente que la sienne et doit tenir bon avec le moins de soldats pendant que ses investissements sur le long terme, fermes, villageois, bases, se font détruire. L'écho bat la technologie car l'écho va pouvoir prospérer pendant que l'adversaire cherche à obtenir ses technologies. En général militaire, ici nous pouvons penser à des héros ou des unités tier 2 ou 3 qui mettront du temps à sortir, laissant au joueur écho tout l'espace nécessaire pour le rattraper et égaliser les avantages à la différence près que le joueur écho possédera plus de ressources et vaincra inévitablement son adversaire sur le long terme. La technologie bat l'armée car un joueur technologique va en général d'abord investir dans de l'armée pour se défendre, tout en préparant sa technologie derrière. Au moment où le joueur agressif l'attaque, celui-ci se retrouvera en général sans atout particulier face à des unités tier 2, comme de la cavalerie ou des trolls, ou encore un héros. Ces unités tier 1 sont alors outclassées, et il devra se replier en essayant de rattraper son retard d'une autre manière. Ces 3 arbres, une fois maîtrisés, peuvent être utilisés de manière infinie dans des scénarios toujours plus intéressants. Certains vont consacrer leur début de partie à un arbre, puis à un autre au milieu, d'autres vont équilibrer leurs chances pour une probabilité de survie maximale ou pour établir une stratégie avec un maximum de chances de réussite, sans risque. Puis, des parieurs vont prédire les mouvements de leur adversaire pour exécuter des stratégies pleines de risques, mais comportant beaucoup de récompenses si elles parviennent à être accomplies. Ces nuances s'acquièrent avec l'expérience et sont propres à chaque RTS. En revanche, chaque RTS possède ces 3 arbres, ces 3 chemins qu'il est facile d'identifier aux premiers abords d'un jeu. Spécificité de la bataille pour la Terre du Milieu. Les pouvoirs en tant que seconde ressource. BFME 2, bien que se concentrant sur beaucoup d'aspects micro et simplifiant la macro un maximum, en ne proposant qu'une seule ressource qui procure aussi de la population, le jeu possède une seconde ressource à macro. Les points de pouvoir.
Gagner en faisant des dégâts aux ennemis dans la plupart des cas, les points de pouvoir sont l'épine dorsale d'une partie, changeant son aspect et ses possibilités. Ils fonctionnent de la même manière qu'un arbre technologique classique, amenant à des branches qui sont économiques ou bien militaires. Ils sont essentiels à une partie et peuvent faire pencher la balance dans un camp ou l'autre. L'équilibre des points de pouvoir qu'une unité contient est quelque chose de précis et de calculé que nous pourrons aborder dans une autre vidéo car le sujet mérite une ample présentation. BFM2 se divise en deux parties concernant les armées du bien et les armées du mal. Les deux ayant un gameplay très différent mais assez commun dans les RTS. Les armées du bien sont les armées moins nombreuses mais de meilleure qualité, et les armées du mal sont plus nombreuses mais de moins bonne qualité en général. Le gameplay des armées du bien se concentre sur la sauvegarde des unités par le soin et l'augmentation de leur expérience via ce processus, en les faisant level up au travers de divers combats. Les armées du bien ont en général une moins bonne économie qui doit se compenser par leur prouesse en bataille et leur système de soins. Ils doivent être capables de prendre des combats les avantageant au cours de la partie tout en ne se laissant pas submerger par les hordes du mal. C'est ainsi qu'ils peuvent aussi gagner plus de points de pouvoir en tuant plus d'unités qui n'en perdent, bien que leurs unités donnent plus de points pour compenser. Le gameplay des armées du mal se concentre d'abord sur l'harcèlement, puis la submersion de par une économie supérieure. Leur but est de ralentir l'économie des armées du bien pendant que la leur fleurit, avec des pouvoirs économiques puissants et l'accès aux scieries qui sont le seul second bâtiment de ressources du jeu, seulement accessible à 3 factions du mal. Évidemment, chaque faction possède ses propres spécificités qui feront parfois l'exception à ces règles. Par exemple, l'Isengard allie qualité avec ses Uruk chers et quantité avec ses hommes du Pays de Dain, plus abordables pour un gameplay mix et équilibré. Les Isengard n'ont pas les meilleures troupes d'élite, ni les meilleures unités de spam, mais possèdent l'économie la plus puissante du jeu, compensant leur potentiel manque de qualité sur le champ de bataille par une capacité incroyable de payer absolument tout ce qu'ils veulent. Cela en fait la faction la plus macro du jeu. Langemar mélange le gameplay des forces du bien et du mal en possédant une armée quantitative et de qualité correcte en début et milieu de partie. Celle-ci peut et doit se régénérer dès le niveau 1 via le système de maître des esclaves pour compenser leur économie médiocre. Similaire à une faction du bien sans bonus économique car Langemar n'a pas accès aux séries. Mais, en tout cas, matchant le spam des factions du mal avec une production rapide et peu chère. D'un autre côté, leur armée de milieu et de fin de partie, en revanche, prend une qualité certaine, voire d'élite, qui peut largement matcher avec celle des forces du bien. Le gameplay tourne alors à un gameplay similaire au bien, sauvegarder ses unités d'élite, les faire prendre de l'expérience, et gagner les batailles importantes pour prendre du momentum. Les pouvoirs sont eux presque tous à but militaire qu'économique, à l'inverse de Isengard. Les elfes sont la faction la plus pauvre, mais aussi la plus qualitative des armées du bien. Leur force réside dans la sauvegarde d'unités par le soin et l'expérience, ainsi que l'utilisation de leurs héros puissants. Je dirais que les elfes sont la faction la plus micro du bien. Non pas parce qu'il faut forcément une bonne micro pour les jouer, mais parce que c'est la faction qui en bénéficiera le plus, leur réussite étant complètement liée aux victoires militaires. Les pouvoirs elfiques se concentrent sur divers buffs de leur armée, ainsi que de puissantes invocations. Nous pouvons donc dire qu'il a plus pour vocation l'aspect militaire. Les hommes et les nains se démarquent par leur économie qui commence à fleurir au milieu de partie avec le marché des hommes ou bien les richesses naines, pouvoir économique puissant. Les hommes sont la faction la plus spammy du bien que leur qualité reste certaine. Les nains sont la faction la plus difficile à jouer du bien et probablement dans le top 2 des plus difficiles du jeu. Ceci est dû à la complexité de leur gameplay se reposant sur le système de mine. Le système de mine permet aux nains de se téléporter littéralement d'un point A à un point B de la carte. Cependant, il requiert une très bonne utilisation des bâtisseurs nains et de stratégies diverses et variées pour surprendre son adversaire. Ce système vient compenser le fait que, sans celui-ci, les nains sont la faction ayant les unités les plus lentes du jeu. Un nain sans mine est un nain mort car vulnérable au déplacement plus rapide ennemi pouvant éliminer ses bataillons par supériorité numérique. Il possède en revanche un arbre de pouvoir équilibré entre une branche plutôt militaire et une branche plutôt économique. Leurs héros, même si peu nombreux, font partie des héros les plus puissants du jeu, Gimli étant le meilleur duelliste du jeu au niveau 5, capable d'éliminer n'importe quel héros ennemi, jusqu'à Sauron lui-même s'il ne fait pas attention. Je dirais que les nains sont la faction la plus macro du bien. Les hommes sont la faction la plus simple des trois. Équilibrés, ils possèdent une très bonne économie, une fois le marché construit, et une armée de qualité facile à micro-gérer. Ils possèdent de nombreux héros et peuvent renverser le cours des batailles avec ceux-ci qui ont tous leur utilité selon les situations. Leurs pouvoirs sont très axés militaires avec beaucoup d'invocations alliées. Le Mordor et les Gobelins sont deux factions très axées macro. Les Gobelins bénéficiant tout autant de la macro que de la micro, ceux-ci ont besoin d'une très bonne utilisation des deux pour l'emporter, ce qui en fait une des factions les plus difficiles du jeu.
Le Mordor, bien que plus facile à jouer que les gobelins, possède l'armée la plus diversifiée du jeu et une très forte économie presque similaire à celle d'Isengard. Le Mordor possède à la fois les unités les moins chères du jeu, orques, et les unités les plus chères du jeu, cavaliers noirs, trolls d'assaut, Mumakil. C'est une faction très axée macro, avec de la micro simple en début et milieu de partie, qui s'intensifie avec les divers monstres et héros recrutables au fil de la partie. Leur début de partie modeste peut vite se transformer en gameplay de fun party terrible et puissant. Leur pouvoir, bien qu'axé principalement sur le militaire, se voit offrir une branche économique avec l'industrie, très prisée et utilisée, car permettant au Mordor de se propulser technologiquement. Les gobelins font partie d'une des factions les plus harceleuses avec le Mordor. Leur gameplay est un mix du gameplay nain et du gameplay Mordor, sauf qu'à l'inverse des nains, leur unité de départ remplace la qualité par la vitesse. Les gobelins sont la faction la plus rapide du jeu. Ils utilisent aussi le système de tunnel, pouvant se téléporter sur la carte très rapidement, mais en plus, ils possèdent une vitesse certaine. Leur faiblesse réside dans la qualité très médiocre de leur armée en début de partie, qui doit laisser place à la force de héros et de créatures puissantes en milieu et fin de partie. Leur gameplay se base sur un harcèlement très important et un contrôle de cartes efficace grâce à leur tunnel qui empêchera toute tentative de développement économique ennemi d'être surveillée et empêchée. Leur but est de mettre leur adversaire en difficulté économiquement en début de partie pour laisser la leur fleurir et ainsi prendre l'avantage technologique et économique. Leur arbre de pouvoir est le plus puissant du jeu, il possède 2 des meilleurs pouvoirs 25 du jeu, ainsi qu'une branche économique et militaire distincte. Leurs pouvoirs 15 sont aussi très puissants et bien disposés. Leurs pouvoirs 5 et 10 peuvent pallier à presque n'importe quelle situation du début et milieu de partie. Voilà, vous êtes arrivé à la fin de cette initiation avancée au RTS et à la bataille pour la Terre de Milieu 2. J'espère qu'elle vous aura apporté conseils et savoirs pour vos prochaines aventures. Le champ de bataille aura toujours besoin de stratèges aux commandes de ses armées. N'oubliez pas, vous êtes ces stratèges. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et un abonnement si cela vous a plu, et je vous dis à très vite. Quoi? Mais que font-ils ici?